Macronor Sobriétor le dit, le répète, le redit et le répète, nous devons être sobres. Notre grand timonier nous en a d'ailleurs donné l'exemple il y a quelques semaines sur son jet-ski du côté de Brégançon sur la Méditerranée. Entouré à distance de vedettes rapides du porte-avions Charles de Gaulle et de dizaines d'avions Rafale dans le ciel, tout cela pour assurer sa sécurité, il s'est amusé comme un fou, mais avec une telle sobriété que j'en suis tout admiratif. Il faut donc que nous fassions comme Macronor Sobriétor et que du matin au soir nous nous posions tous la question « Que puis-je faire aujourd'hui pour imiter notre grand timonier ?» Comme je suis évidemment productif, je vous livre quelques pistes pour que chacun d'entre vous puisse vraiment entrer résolument dans le sillage de sobriété nautique de notre grand timonier. Première idée, vous coupez chez vous le chauffage. Pour ne pas mourir de froid, vous allez chercher à pied du bois mort dans la forêt du coin. Vous installez ce bois mort dans votre baignoire, dans votre lavabo, dans votre évier, autant d'endroits qui peuvent vous servir de cheminée. Et vous chauffez ainsi votre appartement. Ça n'est quand même pas très compliqué et vous faites d'énormes économies de chauffage. Et le soir, pas besoin d'allumer la lumière, il suffit de lire au coin du feu et vous faites d'énormes économies d'électricité. Autre idée. Réduire de façon drastique le lavage de son linge, ce qui permettra d'économiser de l'eau et de l'électricité. La solution est très simple. Lorsque votre chemise, votre veste ou votre pantalon commencent à être un peu sales, vous les retournez tout simplement et c'est reparti pour un tour. Et si quelqu'un vous fait une remarque, vous répondez simplement que votre couturière est une spécialiste de l'art contemporain et qu'elle a l'art d'inverser les choses et donc les habits. Ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, ce comportement est particulièrement sobre. Dernière idée, ne plus faire cuire ses aliments. Cette sobriété alimentaire permet des miracles en termes d'économie d'énergie. Plus de four qui vous fait cuire de bons petits rôtis de porc halal pendant 2 heures. Plus de soupe qui mijote aimablement sur votre cuisinière à gaz pendant 1 heure. Plus rien de tout ça. Vous êtes sobre, mangeons tout cru. Vous allez me dire, mais c'est horrible de ne rien faire cuire. Eh bien, vous vous trompez. Les écolos bobo gauchos nous expliquent depuis des lustres que l'homme n'est qu'un animal parmi les animaux. Et vous avez vu, vous, le loup des Carpates ou la cigale de Provence faire cuire sa soupe ou faire rôtir du porc halal? Donc, nous, les animaux comme les autres, faisons comme les animaux et mangeons tout cru. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Non, mais des fois quand même. Il me reste à conclure en remerciant du fond du cœur Macronor Sobriétor Scooter de nous aider si puissamment à mieux gérer la pénurie qu'il nous organise avec méthode à partir de son jet ski entouré de ses vedettes rapides, du porte-avions Charles de Gaulle et des avions Rafale qui sillonnent le ciel azuré. Tout cela pour le protéger sobrement. Je vous souhaite une très bonne soirée. La méchanceté envers autrui revêt de multiples formes, mais il y en a une qui est bien courante, c'est celle qui consiste à se réjouir du malheur d'autrui. Or, j'en ai affreusement honte, j'ai tendance à me réjouir du malheur d'autrui. C'est sans doute de naissance, car il paraît que lorsque j'avais 3 ans, tante Gertrude avait dit à ma chère maman « Regarde ce petit monstre, il a des yeux vicieux, il a une tête à griffer les garçons et à tirer les cheveux des filles. On voit qu'il est profondément méchant, et ça c'est vraiment momoche. » Eh bien, tante Gertrude ne s'était pas trompée, je suis profondément méchant, car je me réjouis souvent du malheur d'autrui. Tenez, ma dernière méchanceté en date est toute récente. Lorsque j'ai appris que des dirigeants de sites hautement pornographiques étaient, pour les uns, mis en examen et pour les autres, incarcérés ni plus ni moins, j'avoue avoir ressenti un profond plaisir et c'est vraiment momoche. Oui, bien sûr, ces charmants jeunes gens se sont tout de même vus reprocher
des viols à répétition, des violences à la personne à répétition, de l'esclavagisme à répétition, mais de là à se réjouir qu'il soit mis en examen ou qu'il soit incarcéré, non mais quand même trop c'est trop. Dans la société actuelle, où tout est possible et où tout est permis, notamment la diffusion de la pornographie à haute dose, qui démolit purement et simplement les personnes, la famille et donc la société tout entière, la première question à se poser est simple. Fallait-il mettre en examen ou incarcérer ces dirigeants de sites pornographiques ? Et supposons qu'il faille le faire, fallait-il en plus de ça que je m'en réjouisse ? Bon, je l'avoue, je suis profondément méchant, je m'en excuse, mais je m'en suis réjoui. D'ailleurs, nos bons sénateurs viennent de sortir un rapport explosif sur l'industrie pornographique intitulé, vous ne me croirez pas, « L'enfer du décor ». Ainsi, ils introduisent sans coup férir l'enfer dans la pornographie, et cela aux yeux de la société tout entière. Ainsi donc, pour nos bons sénateurs, la pornographie est purement et simplement diabolique. J'ai donc aujourd'hui deux motifs de me réjouir profondément. Une réjouissance méchante, due à mon caractère de cochon halal, qui consiste à applaudir des deux mains la mise en examen ou l'incarcération de patrons de sites pornographiques. Mais aussi une réjouissance bonne, qui consiste à être très heureux que la représentation nationale s'attaque enfin au fléau de la pornographie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Dans nos malheureuses sociétés occidentales en déclin, le mensonge semble être devenu l'alpha et l'oméga de toute communication. Je voudrais chroniquer ce soir sur les mensonges proférés 26 heures sur 24 par les médias dits mainstream, qui sont à la vérité ce que le babillement de l'enfant qui vient de naître est à la philosophie médiévale, et je voudrais aussi chroniquer sur les mensonges à répétition de nos pseudo-élites dirigeantes qui sont aux vraies élites ce qu'Attila fut au bonheur des peuples. Tout récemment, la brillantissime Élise Blaise recevait le non moins brillantissime Loïc Le Floch-Prigent, le très emblématique et très compétent président du très puissant groupe Elf de l'époque. Cet homme est un grand capitaine d'industrie qui ne parle jamais pour ne rien dire. Un vrai anti-macronor en quelque sorte. Au cours de cet entretien avec Élise Blaise, il expliqua très simplement que le problème de nos dirigeants est très simple. Nos dirigeants pérorent à qui mieux mieux sans jamais tenir compte de la réalité toute simple et refusent systématiquement de tirer tout simplement les leçons du passé. Il en résulte un cafouillage général et une impossibilité de redresser ce qui va mal. En ce qui me concerne, j'ai peut-être une solution. Demander au laboratoire Pfizer de créer le vaccin sérum de vérité avec obligation vaccinale pour tous les dirigeants de la planète accompagné d'un pass sanitaire obligatoire pour prétendre à tout poste de direction. Tout récemment également, François Fillon, qui fut tout de même le Premier ministre de la France, ce qui n'est pas rien, et qui ne peut donc être accusé de complotisme, ne disait pas autre chose que Loïc Le Floch-Prigent sur Europe 1 concernant la guerre en Ukraine. De façon synthétique, il expliquait l'écrasante responsabilité de l'OTAN, de l'Union européenne et des États-Unis dans cette guerre et donnait des solutions très simples pour en sortir immédiatement. François Fillon disait les choses comme elles sont et pouvait donc proposer des solutions aux conflits basés sur la réalité, à l'inverse du système politico-médiatique qui pratique le mensonge au service de son idéologie. Dernier exemple, notre ami Fabien Bouglet, spécialiste incontestable et incontesté des problèmes énergétiques, débattait avec un député LREM, par ailleurs président de la commission énergie à l'Assemblée nationale. Fabien Bouglet, sur le nucléaire et les éoliennes, n'évoquait que la réalité objective des choses. Et le député lui répondait sur des présupposés idéologiques aussi vasouillards qu'inconséquents. À la folie éolienne actuelle, le député ne pouvait donc proposer des solutions simples basées sur la réalité. Autant en emporte le vent. Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. La récente élection partielle qui s'est tenue dans les Yvelines pour élire un député s'est traduite par une abstention record des 2/3 environ des électeurs.
Ce qui démontre le rejet massif du système politico-médiatique actuel. Quand la France va-t-elle exprimer ce rejet en se levant d'un seul coup? Telle est la question. Je vous souhaite une très bonne soirée. Juste un petit mot à Anaïs de Fursac avant de commencer ma chronique. Anaïs avait posté un commentaire sur YouTube pour dire que si elle écoutait mes chroniques pendant qu'elle conduisait, elle risquait l'accident. Je lui avais instamment demandé de ne plus écouter mes chroniques car je tiens à ce qu'elles vivent longtemps. Elle m'a très aimablement répondu dans un nouveau commentaire qu'elle n'écouterait plus mes chroniques dans sa voiture mais qu'elle continuerait de les écouter chez elle. Anaïs, vous êtes toujours en vie, vous êtes magnifique, je vous aime. Bon, je me calme et je commence ma chronique de ce soir. Je vais donc parler d'un sujet particulièrement réjouissant tant il enrichit de monde. Il s'agit de la fraude aux prestations sociales. L'excellent Charles Prats, magistrat remarquable et grand spécialiste de ce sujet, vient de le dire et de le redire. La fraude aux prestations sociales atteint des niveaux démentiels. Si les prestations sociales représentent chaque année la modique somme de presque 800 milliards d'euros, rien que ça. Eh bien, sur ce montant de 800 milliards d'euros, la fraude représente 50 milliards d'euros. Rien que ça. 50 milliards d'euros de fraude. Il faut être dans un pays de dingue, de folle dingo d'Hidalgo Gogolito pour accepter une telle situation. L'excellent Charles Prats, magistrat de son État, a saisi sur ce sujet le procureur du parquet national financier. Eh bien, quoi qu'il en a fait de ce dossier, le procureur du parquet national financier? Eh bien oui, bien sûr. Pour sûr, ma bonne dame, il l'a classé sans suite. Ben oui, quand même, le procureur a d'autres chats à fouetter que de s'occuper d'un dossier à 50 milliards d'euros. Quand même, quoi. Faut pas pousser Manu sous la charrue. Charles Prats pointe le plus gros problème. Nous sommes 67 millions, bon, ça on le sait, mais il y a 74 millions de bénéficiaires aux prestations sociales. Il y a donc 7 millions d'assurés qui se baladent dans l'atmosphère entre Mars et Vénus et qui doivent s'alimenter mensuellement aux distributeurs de billets installés sur l'étoile polaire. Et puis, l'excellent Charles Prats pointe des dérives abracadabrantex. Par exemple, 2 couples ont déclaré 1200 grossesses et ont touché 1 700 000 euros en prestations diverses. Ça, c'est trop fort. Anaïs de Fursac, si vous le voulez, nous pouvons nous mettre en faux ménage, déclarer 600 grossesses et toucher 850 000 euros. Dites-moi si ça vous intéresse. Moi, je suis fanat. Vous prendrez 50 000 euros et j'en prendrai 800 000. C'est normal, quoi. C'est moi qui ai eu l'idée. Et puis, je sais, grâce à Sandrine Rousseau, que l'homme est supérieur à la femme. C'est elle qui le dit et ça se paye. Et puis, l'excellent Charles indique que sur 21 millions de personnes nées à l'étranger pour lesquelles l'inscription aux prestations sociales a été acceptée, 1/3 aurait dû être rejeté, soit 7 millions de personnes nées à l'étranger qui devraient sortir des fichiers des prestations sociales. Rien que ça. Vous mettez tous ces chiffres dans le mixeur broyeur et il en ressort 50 milliards d'euros de fraude, chiffre qui se rapproche dangereusement de l'impôt sur le revenu payé par les Français. Dans ces conditions, nous ne pouvons que comprendre que 500 000 étrangers s'installent chaque année dans notre cher vieux pays. Il s'agit bien, pour eux, d'un pays de cocagne. Je vous souhaite une très bonne soirée. Ainsi donc, Olivier Bailly, magistrat de son État, juge de son État, ex-vice-président du tribunal judiciaire de Dijon,
Un homme certainement remarquable, puisque chargé de juger, de dire ce qui est bien et ce qui est mal, de prononcer des peines contre ceux qui font le mal. Un homme de valeur qui consacre sa vie à promouvoir le bien et à combattre le mal. Ainsi donc, Olivier Bailly, qui a certainement voulu pratiquer la bonne justice dans sa famille, a proposé sur des réseaux internet pédophiles sa fille de 12 ans en pâture à consommer autant que nécessaire, comme ça, pour le plaisir. Olivier Bailly, ce monstre innommable, a osé le faire. À quel niveau de bassesse faut-il se situer pour arriver à de telles extrémités ? Le très libéré sexuellement Jean-Paul Sartre avait dit que l'homme était un loup pour l'homme. Concernant Olivier Bailly, l'on devrait plutôt dire que cet homme est un porc pour sa fille. Massacrer de la sorte une très jeune fille de 12 ans, qui plus est sa propre fille, est au-delà du scandale et ne peut que révolter toute personne au courant de cette sinistre affaire. Mais hélas, ce n'est pas tout. L'esclavagiste à tendance pédophile Olivier Bailly, magistrat de son État, ex-vice-président du tribunal judiciaire de Dijon, a été jugé par ses pairs. Il y avait un peu d'affaire Epstein dans ce procès. Le célèbre Epstein ayant mené des actions pédophiles, l'ayant conduit en prison à vie, sa prison à vie ayant été écourtée par un suicide dégageant une forte odeur d'assassinat. Qu'allait-il en être d'Olivier Bailly ? Eh bien, nos bons juges français ont estimé qu'Olivier Bailly ne méritait pas la prison à vie, devait peut-être ne pas risquer un suicide ou un assassinat comme Epstein, et puis ne méritait même pas un emprisonnement tout court, mais méritait tout simplement de rentrer chez lui bien au chaud devant son écran d'ordinateur. Bon, juste un peu de prison avec sursis, mais pour la forme. Le monstre est donc libre, comme l'air, et il n'est pas exclu qu'il s'agite frénétiquement sur son clavier à la recherche de toutes les turpitudes possibles et imaginables. La morale immorale de cette histoire est très simple. La justice aujourd'hui prouve quotidiennement qu'elle est impitoyable pour les Français ordinaires qui sont souvent de très bons Français et qu'elle est totalement pitoyable pour les pseudo-élites qui ne risquent très souvent à peu près rien, quelle que soit la hauteur vertigineuse des actes délictueux qui leur sont reprochés. Entre Olivier Bailly, magistrat de son État et pédophile probable, et la magistrature qui l'a jugé, l'on peut penser que tout cela est peut-être blanc-bonnet et bonnet blanc. Dieu merci, les Français se réveillent actuellement sur ce genre de sujet et l'avenir ne sera pas forcément tout rose pour tous les Olivier Bailly de France et de Navarre. Je vous souhaite une très bonne soirée.